Bonjour à tous. J'espère être à la hauteur pour animer ce débat. En tout cas, j'ai suivi les conseils de Jean-Robert. J'ai pris du Red Bull pour le petit déjeuner. Et ça donne des ailes. Alors, on va commencer tout de suite avec Nathalie, qui va introduire ce sujet du brand content à travers les exemples IBM et donc, bien sûr, Louis Vuitton. Est-ce qu'on a un bip? Voilà. Nathalie. Merci. Je vais essayer de faire vite, j'ai 9 minutes. Voilà. Et comme je parle en premier, je me suis dit que c'était peut-être sympathique de vous faire une petite définition. Pourquoi on parle beaucoup de brand content? Je pense que c'est un moyen de réconcilier les Français avec la publicité. Et quand on parle de brand content, de quoi parle-t-on? Alors, si ça revient en arrière, ça va être plus long que 10 minutes. Bouton vert, j'appuie. Non. Alors j'ai une définition qui est derrière, qui va venir. Voilà. Qui est pour moi que le brand content permet à une marque de faire vivre sa culture à partir, à travers un contenu propre. On va le voir avec mes colocs, on va le voir avec Red Bull, on va voir avec IBM et Vuitton brièvement. Et d'une certaine manière, vous voyez là que pour moi, un spot publicitaire, c'est un brand content de 30 secondes. Simplement, l'abaissement des barrières à l'accès qui caractérise Internet permet aujourd'hui de faire avec beaucoup plus de simplicité et de facilité des vidéos, des web-séries, des jeux, des reportages longs, des documentaires d'1h30. Et ça s'appelle brand content, puisque depuis longtemps, ça a échappé au spot de 30 secondes. Alors, comme beaucoup de choses dans notre monde moderne, c'est quand même un mot nouveau pour une réalité marketing qui n'a pas attendu Internet, de même que le buzz est un mot quand même nouveau pour la rumeur. J'aime bien cet exemple, qui va venir après si le bouton vert, voilà. J'aime bien cet exemple, en fait, du guide Michelin, parce que le guide Michelin, en fait, vous voyez, c'est du brand content de 1900. En 1900, il y avait 2400 automobilistes en France. C'est pas beaucoup. Et donc, acheter des pneus était un acte très impliquant, très compliqué. Les bagnoles tombaient plus souvent en panne. Et avec les pneus, on donnait un guide avec énormément de contenu. Les garages, alors c'était bizarre parce qu'il y avait aussi les notaires, les hôtels, etc. En 1900, c'était gratuit. En 1920, c'est devenu payant. Ça a été très compliqué. En 1928, ils ont trouvé les étoiles Michelin. C'est reparti. Et on pourrait dire que l'étoile Michelin, en fait, c'est d'une certaine manière aussi le grand ancêtre de la recommandation, hein, comme sur TripAdvisor, mais là, c'était papier. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément une idée neuve. Je pense que si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est que son succès est à la hauteur des défis de la communication. Mercedes vous a parlé du désenchantement des consommateurs face à la publicité. C'est vrai qu'on a une triple crise, une crise d'utilité. Hein. Une personne sur deux pense que la publicité n'est ni divertissante ni informative. Une crise d'amour, il y a maintenant quand même 3 fois plus de publiphobes déclarés que de publiphiles déclarés. Et une mutation des usages à travers les canaux. Et chaque fois, on peut dire que le brand content apparaît comme une réponse pour étonner, pour surprendre, pour faire plaisir au-delà de quelque chose de trop formaté, pour passer de ce qu'on appelle un marketing de l'interruption à un marketing de l'attention, et aussi pour trouver une audience à travers un rebond entre les différents canaux. Et ça, je crois que c'est important parce que ça nous permet de montrer qu'une bonne stratégie de contenu n'est pas une stratégie monocanale. Je pense que vous serez d'accord, enfin j'espère. Voilà. Alors, moi j'ai amené 2 petits cas, parce que sinon ce n'est que du discours. Un premier que j'aime bien.
Je vous donne maintenant les résultats actuellement, rapidement. C'est un exemple de contenu partagé, en fait, très, très journalistique. Et comme je sais bien que le B2B des technologies de l'information, c'est peut-être un peu aride le matin, je vous ai quand même apporté un autre exemple, mais qui, de la même manière, traduit une volonté d'aller plus loin dans le contenu, qui est l'exemple de Louis Vuitton. Alors, Louis Vuitton, nous sommes dans une stratégie qui essaie de dépasser le voyage, ce qu'on appelle passer de la destination à la destinée, avec l'idée qu'aujourd'hui, les grands voyages, ce sont les vies d'un certain nombre de gens. Et sur ce sujet, nous avons par exemple célébré, d'une manière assez longue, un anniversaire que voilà. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. Guidance release. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Sequence is started. Engines are on. Airphone 4. I just wanted to get to go into space. I mean, I wasn't really focused on being the first woman. I was just... Walking back from your house, walking on the moon. 3, 2, 1. Sur ce type de camp. I look back on my space activities with a lot of fond memories and a few scary moments. Et je prends donc les 2 minutes restantes pour vous dire aujourd'hui ce qu'on a compris à l'agence quand on travaillait sur le brand content, un peu à dans un don en matière pour commencer la conversation. D'abord, comme chaque fois dans toutes ces histoires, vous avez toujours le choix de ne pas en faire, d'accord ? On a toujours le choix de ne pas avoir de fil Twitter, de ne pas avoir de page Facebook et de ne pas avoir de brand content, parce que c'est d'abord un enjeu d'inscription dans une stratégie et c'est jamais une obligation ou une mode. Avant, il y a longtemps, on nous disait « il me faut un site web, pourquoi ? Je ne sais pas, mais il en faut ». C'est pareil, il ne faut jamais quelque chose parce que. Donc il faut que ça s'inscrive dans une stratégie. Bien sûr, ça s'adresse à l'individu et pas au consommateur, vous l'avez bien compris. Ça accepte le principe de la conversation. Vous postez quelque chose de long, qui est une conversation, vous ne savez pas dans une conversation ce que les gens vont répondre. Donc il faut savoir rentrer non plus dans un principe d'imposition d'une logique de marque, mais de conversation culturelle. Il faut savoir le décliner sur une multiplicité de supports parce que sinon vous n'avez pas la puissance ou le reach et vous vous faites un peu plaisir, disons. Et la qualité de la production est aussi importante que l'idée. Alors quand je dis qualité de la production, c'est pas super production. Alors dans le cas de Louis Vuitton, c'est sûr qu'il y a un peu de production. Dans le cas d'IBM Le Monde, la qualité constitue une qualité journalistique et éditoriale. Dans les dontes, pour l'instant, on a compris qu'il était souvent difficile au tout début, avec nos clients traditionnels, de leur faire comprendre qu'une logique de branding n'était pas exactement la même quand on faisait du brand content. Il ne s'agit pas, effectivement, d'avoir son logo sur toutes les pages. Il ne s'agit pas de s'assurer que sur n'importe quel écran, on sait qui parle. Ce n'est pas exactement ça, la logique d'attribution du brand content. Il ne faut pas non plus le penser comme un one-shot pour 2 raisons. D'abord parce que souvent ça ne sert à rien, mais surtout parce qu'en le pensant comme un one-shot, vous oubliez qu'Internet est une grande mémoire. Donc vous faites un truc sympa, ça vous amuse et vous l'oubliez, mais Internet n'oublie rien. Et donc ça peut être gênant à un moment. Et enfin,
Je crois qu'il ne faut pas imaginer aujourd'hui que le earned media s'obtient sans un début de soutien, sans un amorçage. Même quelque chose de formidable que vous postez a un petit peu besoin d'amorçage. S'il est formidable, il a besoin de peu d'amorçage, mais quand même. La phase amorçage existe, le début, le fait d'allumer la mèche existe. Et au final, le truc vraiment compliqué, mais qui revient à un enjeu créatif, donc la chose vraiment créative, c'est de trouver en fait un contenu passionnant en tant que tel, relayé spontanément, mais dont seule la marque puisse être l'inspirateur. Et là, vous n'avez plus besoin de logo, vous n'avez plus besoin de rien, et vous savez que vous êtes en train de créer une culture de marque. Merci. Merci Nathalie. On va maintenant passer la parole à Jean-Robert sur la stratégie de contenu de Red Bull. Ce qui me paraît important de retenir dans les propos de Nathalie, c'est cette notion d'éviter le one-shot. En tant qu'observateur attentif des sujets du brand content, on voit qu'il y a trop souvent des coups qui sont isolés. Et je pense que la stratégie de Red Bull, c'est complètement l'inverse. Exactement l'inverse. Il y a une masse critique et en même temps, il y a une cohérence. Nous avons effectivement des actions one-shot sur certains, avec des projets d'athlètes par exemple, mais on a également la stratégie principale, c'est vraiment d'accompagner les athlètes, les événements sur une longue durée. On peut le voir par exemple avec Sébastien Vettel, un exemple qui va parler à tout le monde, découvert à l'âge de 11 ans par Dr Helmut Marko, donc monsieur Formule 1 chez Red Bull, découvert à l'âge de 11 ans lorsqu'il faisait du karting et aujourd'hui qui est champion du monde et peut-être ce week-end double champion du monde. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce qu'autrement je pense qu'il nous faudrait quelques jours tous ensemble, ça me ferait plaisir d'en parler, mais là j'ai que 9 minutes. Je vais commencer cette présentation. Alors excusez-moi, apparemment il y a un petit problème de conversion entre le Keynote et le PowerPoint, donc il y a quelques titres qui vont se chevaucher. Donc ça c'est un film, on va vite le regarder, un trailer de 2 minutes 30 d'un film qui s'appelle The Art of Flight, qui vient d'être produit par Red Bull Media House, qui est notre société, donc j'en parlerai un peu plus tard. Red Bull Media House et Quicksilver. Weather situation is much worse across the country. 26 deaths are being blamed on this cold snap. I can tell you from experience, I mean, if I'm going into something that's really intense and someone else has ridden it before me, the level of intensity is totally brought down a notch. When we asked to go there, he said, no. You cannot escape from this place. He does not want to be in this area at all. And let's go get tons of fuel and go here. What planet the fuck are you from? One of the points in my life where I could say, like, no one else has ever been here, ever.
Donc voici un exemple de notre stratégie, un exemple parmi tant d'autres de notre stratégie de production de contenu. Donc là, c'est vraiment une production donc, qui est faite par Red Bull en association avec Quicksilver. C'est un film qui est sorti le 7 septembre à l'échelle mondiale avec une avant-première aux États-Unis, mais qui est à la fois distribué en cinéma et directement le jour même sur l'Apple Store. Donc on peut télécharger le film en Full HD directement depuis l'Apple Store. Donc c'est un contenu qui est vendu. C'est 7,50 €, je crois, à peu près. 8 €. 8 €. Oui, Bon. autour, on va dire entre 7 et 10 €, ça dépend si c'est une version normale ou Full HD. Entre 7 et 10 € sur Apple Store. Et bientôt disponible en DVD dans les Quicksilver Shop dans le monde entier. Donc en format réel et après, bien sûr, dans quelques semaines sur Amazon et autres. Voici un petit schéma récapitulatif. Alors je vais essayer d'être vraiment très concis et surtout bref. Apparemment, c'est un mot à la mode en ce moment. J'ai essayé de représenter les différents leviers de communication et marketing que l'on utilise tout au long de l'année pour faire parler de la marque. La marque et son slogan que vous connaissez certainement, Red Bull Give You Wings, Red Bull donne des ailes. On essaie de faire parler de la marque, mais pas nécessairement du produit. La canette est au centre. Notre business principal aujourd'hui, c'est bien sûr vendre de l'énergie drink, cette boisson énergisante. Mais le business est en train d'évoluer également, comme vous allez certainement le voir dans cette présentation. Donc notre premier pilier de communication, on est au Hub Forum, donc j'ai privilégié plutôt le digital, et ça m'a parti, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a 4 piliers d'activation sur le digital. Redbull.fr qui est notre site. J'insiste vraiment sur ce site parce que ce n'est pas du tout un site de marque. On ne parle pas du produit, ou très peu du produit. On peut trouver les informations sur le produit, mais là c'est vraiment un site média. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On va retrouver beaucoup de vidéos exclusives, des photos, des résultats, des jeux concours, des interviews, de tout l'univers Red Bull, du World of Red Bull, mais pas seulement. On va aussi chercher un peu à droite à gauche du contenu qui est un peu dans la veine et qui est dans l'esprit Red Bull. Donc ça, c'est un site qui commence à plutôt pas mal marcher en France, mais un vrai site média. Le social media, donc on est une marque qui est présente sur le social media depuis assez longtemps. Aujourd'hui, on a été une des premières pages fans de marque sur Facebook. Aujourd'hui, on fait partie des 5 premières pages de marque sur Facebook avec un peu plus de 22 millions de fans. On est, je crois, la 6e marque sur Twitter. Red Bull TV, alors ça c'est un super outil. Red Bull TV, c'est une web TV qui stream donc 24 heures sur 24 du contenu, avec près de 7 heures de contenu frais par semaine, donc c'est quand même assez important. C'est une plateforme donc, qui est disponible à l'adresse redbull.tv ou également via différents partenaires. Je cherche d'ailleurs des partenaires pour intégration de la web TV en France, donc s'il y a quelques éditeurs ici qui sont intéressés, je serais ravi de les rencontrer. Et apps et les jeux vidéo, donc ça c'est une partie de plus en plus prépondérante chez nous. Applications, donc on a des applications aussi bien ludiques, donc de jeux, mais aussi de services tels que la Red Bull Music Academy Radio, qui est une sorte de Deezer où on va retrouver plusieurs milliers de mix de DJ dessus. On va être présent sur les jeux consoles, par exemple dans le Gran Turismo 5, dans le dernier où on a une vraie intégration de la marque, mais c'est pas de l'advertisement, on n'achète pas de la pub à l'intérieur des jeux, on retrouve l'univers Red Bull. Alors, par exemple, on va retrouver les écuries de Formule 1, Toro Rosso, Red Bull Racing, mais aussi on va carrément créer une nouvelle Formule 1 pour le jeu avec Adrien Nouet, donc, qui est le directeur technique de chez Red Bull Racing, pour aller plus loin dans le jeu. Mais c'est pas de l'advertisement vraiment. Formula Face, qui est un jeu qu'on vient de sortir, 2D, 3D, qui est un jeu navigateur où on joue directement avec sa tête et sans manette. C'est une sorte de Kinect, mais on joue vraiment qu'avec son visage. La plupart de ces applications, 90% de ces applications et ces jeux sont gratuits. Donc on retrouve notre petit hub, on passe Red Bull Mobile. Donc on a sauté apparemment. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir? Merci. On va parler... Voilà, merci. Red Bull Media House. Red Bull Media House, c'est vraiment notre organe central de production de contenu. On produit le contenu, chaque pays, les 164 pays où se trouve Red Bull dans le monde, produisent du contenu, photos, vidéos, textes, articles, et on concentre ensuite tout ce contenu dans une grosse boîte, on va dire. Red Bull Media House qui se trouve en Autriche, il y a à peu près 300 personnes qui travaillent là-bas. Ensuite, tout ce contenu est vraiment digéré et complètement mis aux normes. C'est des normes très drastiques. N'oubliez pas qu'on est une société autrichienne. Tout est mis vraiment on a des guidelines très précises. C'est mis dans cette grosse piscine de contenu, print, TV, web. Et ensuite, on met tout ce contenu à disposition gracieuse des médias. On va dire qu'aujourd'hui, 90% du contenu est mis à disposition gracieuse des médias. Donc là, il y a un petit panel de médias avec lesquels on travaille en France. Il y en a un peu plus.
Et ensuite, des médias, on espère toucher le maximum. Jean-Robert, ce n'est pas uniquement gratuit, puisque au MIP, vous avez un stand, vous vendez aussi vos contenus. J'en arrive, effectivement, Daniel. On commercialise de plus en plus notre contenu. Donc là, on va être plutôt sur des formats longs. Vous avez vu tout à l'heure donc Art of Flight. On a un partenaire en France, donc le groupe Bolloré, avec la chaîne Direct Star, avec une émission Extreme Star qui n'est composée que d'images Red Bull. C'est un 52 hebdomadaire. Donc il faut quand même trouver 52 minutes de contenu impactant. C'est pas un fourre-tout. Il y a une vraie ligne éditoriale à laquelle on se tient. 52 minutes de contenu que vous retrouvez tous les samedis soirs et le dimanche après-midi sur Extreme Star, sur Direct Star. Donc là, c'est une vraie stratégie de vente de contenu. Stratégie qu'on retrouve également via les ventes de films. Alors aujourd'hui sur Internet, mais aussi via du DVD traditionnel. Art of Flight, That's It, That's All, un film de snowboard également qui a été produit il y a 2 ans. Turn It Loose, un film autour de l'univers du breakdance. Ensuite, ces contenus vont être également commercialisés aussi sur nos propres plateformes. Servus TV, c'est une chaîne qui existe en Autriche, qui est diffusée en Allemagne et en Suisse, donc qui appartient à Red Bull, chaîne de télé. Red Bulletin, dont je vous parlerai un peu plus tard. Redbull.com, mon petit doigt me dit que dans quelques années, on risque de vendre de la publicité sur nos plateformes. Red Bull TV, que je vous ai présenté, on propose déjà du pré-roll. Et Speedweek, qui est un magazine qui est sur tout ce qui est univers automobile. Ensuite, on va retrouver Red Bull Mobile. Donc ça, c'est une offre qui existe aujourd'hui dans 7 pays. Donc je ne vais pas m'appesanter dessus. On ne l'a pas en France. Pas encore, en tout cas. Donc là, on a vraiment des handsets qui sont faits particulièrement pour Red Bull, avec du contenu 100% Red Bull à l'intérieur. Culture. On est très connu par rapport à notre événementiel. L'événementiel, juste un petit mot dessus. On est producteur, créateur et on va dire logisticien de nos événements. On est partenaire également d'événements connus ou moins connus sur lesquels on arrive. On est présent sur une multitude de niches. Mais quand on parle d'événements Red Bull, on n'est pas sponsor. On crée en interne directement. On a des têtes pensantes. Et on crée nos événements et on les produit directement en interne. Là, j'ai mis 2 exemples assez récents. Red Bull Music Academy World Tour à la Villette, dans le cadre du Festival Jazz à la Villette, il y a 3 semaines aujourd'hui. On a carrément créé un groupe avec plein de stars dans leur domaine. Macy Gray en chanteuse, Tony Allen à la batterie, M. Fiedler au clavier, le clavier de Prince. Et on a créé un groupe ad hoc pour faire une date et seulement une date. Ça s'appelle World Tour parce qu'il y a 10 pays qui ont créé 10 groupes furtifs qui ont fait une seule date. Donc là, c'est vraiment une intégration dans le sein du niveau de la dimension culturelle assez intéressant. Red Bull Beat It, c'est tout simplement un contest de danse de rue qu'on a fait le jour de la fête de la musique en se déplaçant dans 4 endroits stratégiques dans Paris, qui a plutôt pas mal marché. Ensuite, on va retrouver en dessous Red Bull BC One, qui est un championnat du monde qui est vraiment qualifié par les acteurs eux-mêmes, par les danseurs, comme un championnat du monde. Nous, on ne prend pas le championnat du monde parce qu'on n'est pas fédéré, on n'a pas affilié à une fédération. Donc championnat du monde de breakdance, Red Bull Music Academy qui est un workshop entre musiciens, Red Bull Studio qu'on espère avoir l'année prochaine, peut-être, donc qui est carrément un studio d'enregistrement chez Red Bull où on met le studio à disposition d'artistes. Il existe à Londres pour l'instant? Il existe à Londres, en Afrique du Sud, il y en a déjà 5 dans le monde, en Allemagne. Donc ça, c'est des studios complètement montés, complets, où on fait venir des jeunes artistes. Vu la crise de la musique aujourd'hui, de l'industrie musicale, toutes les maisons de disques n'ont pas l'argent pour encore financer de jeunes artistes. On les finance en leur mettant dans un studio à disposition. 12 Mail, qui est une galerie qui se situe en bas du siège social de Red Bull France, 12 rue du Mail à Paris, que je vous invite à venir visiter, dans lesquelles on fait à peu près une exposition tous les mois et demi sur des jeunes artistes. Red Bull Streetside, compétition de DJ, Red Bull Beat It, danse. Alors ça, c'est vraiment quelques événements. Culture, là, on va reparler quelques événements sport. Ça, c'est un peu, on va dire, la partie immergée de l'iceberg chez Red Bull. Red Bull Cliff Diving à La Rochelle, que vous avez certainement vu sur les plus grandes chaînes, je l'espère. Qu'on diffuse aussi en live. On fait du webcast sur Red Bull TV sur ce type d'événement. On a des événements, donc, comme je vous disais tout à l'heure, concrets. On a aussi des projets d'athlètes, où là, c'est Antoine Montan qui ride un câble de téléphérique assez marrant. Après, on a des compétitions type Red Bull King of the Rock, qui sont des compétitions mondiales, internationales, mais qu'on francise. On fait des étapes de qualification. Et là, typiquement, la finale avait lieu le week-end dernier à Alcatraz, sur le playground de basket d'Alcatraz, de la prison. Red Bull Elements de la outdoor, Cliff Diving, vous connaissez, Manimania du skateboard, Line Catcher du ski freeride. Et aussi, on essaie de garder un peu une âme d'enfant avec Red Bull Ballet aux prisonniers. On a fait une compétition dans 60 facs et en droit l'année dernière, donc de balle aux prisonniers, tout simplement. Red Bulletin, c'est un magazine gratuit, encarté dans les
pas dans les magazines, dans les quotidiens, on va dire, dans différents, par exemple, c'est Sunday Telegraph en Angleterre. C'est diffusé dans 10 pays aujourd'hui, à près de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et on a également une appli iPad qui est gratuite. Donc l'application est gratuite et le contenu chaque mois du Red Bulletin est gratuit, que je vous invite fortement à télécharger, car c'est vraiment une application qui a pas mal de punch, beaucoup de vidéos dedans, et elle est vraiment très sympa à utiliser. Jean-Robert, il y a plein de questions. Est-ce que vous êtes accompagné par une agence? Enfin, vas-y, termine. Je termine, j'ai essayé de faire court. Et puis voilà, tout simplement. Bon, alors, bravo pour tout ça. Est-ce que vous êtes accompagné par une agence ou est-ce que vous avez ce savoir-faire en interne? On va chercher des agences vraiment très très précises et très pointues, plutôt sur le côté logistique, par exemple, sur nos événements. On a pas mal de consultants, donc par exemple la culture, ce sont vraiment des niches qui sont dures à pénétrer. On n'arrive pas avec un gros ramdam en disant oh, Red Bull, on est les meilleurs, on met beaucoup de pognon et puis on va faire un énorme truc qui saigne. Non, on arrive niche par niche, ça prend du temps parfois. Donc il y a beaucoup d'événements, je suis sûr que vous avez jamais vu parce que on arrive niche par niche et cette multitude de niches fait après qu'on essaye d'avoir cette masse critique de contenu et de visibilité. Mais on n'a pas d'agence. En France, on a une agence de communication qui fait de l'adaptation depuis nos campagnes internationales. Et autrement, beaucoup des choses sont faites en interne. C'est quoi à peu près votre budget contenu mondial et la part du local par rapport... Il n'y a pas d'infos. Et la part du local par rapport à l'international? La part du local, le marché français aujourd'hui est dans le top 10, on va dire dans le top 6 même, des marchés mondiaux. En seulement 3 ans, il faut rappeler que Red Bull en France, c'est une marque qui est très récente. On est arrivé en avril 2008, donc on a 3 ans sur le marché français. Donc 3 ans pour une marque de soda, c'est pas beaucoup, même si on est une marque qui est connue mondialement. Budget marketing, on réalloue beaucoup de notre budget global dans le marketing et la communication. Pourquoi? Parce que tout simplement, la société n'est pas cotée en bourse, on n'a pas de dividendes à donner à nos actionnaires. Et donc, M. Mateschitz, le propriétaire et encore propriétaire de la marque, le fondateur et propriétaire, réinvestit plutôt que ce... Comment vous sélectionnez tous les domaines dans lesquels vous investissez? On essaie déjà, pays par pays, de voir ce qui fonctionne. Quels sont en France, par exemple, la culture marche très bien parce qu'on a une très forte scène culturelle. Le 2 roues, par exemple, en France, marche très fort. Les sports mécaniques, il y a une vraie légende du sport mécanique en France. Et par exemple, sur le 2 roues, on a la plupart des champions du monde actuels. Marvin Musquin, qu'on a sous les couleurs Red Bull, champion du monde en 2 roues. Le 2 roues, ça marche très fort. Donc on continue à faire du roue, motorisé ou non, par exemple en BMX. On essaye vraiment d'aller flairer les tendances. Combien de disciplines à peu près, si on compte tout? Discipline, c'est très dur. On a à peu près 650 à 700 athlètes parrainés par la marque dans le monde, plus de 1000 événements montés en propre dans le monde par la marque et autant de contenus affiliés. Combien de personnes travaillent sur tout ça? Je crois qu'au niveau mondial, c'est 6000 personnes. 6000 personnes, ouais. Après, on fait beaucoup appel à des freelances, à des sociétés de prestat externes. Ça nous laisse baba. Donc on va passer la parole à Nicolas pour le cas des colocataires. On reviendra peut-être tout à l'heure au cas Red Bull. Un cas qui a gagné le Grand Prix du Brand Content 2011. Est-ce que tu peux nous raconter la stratégie et la genèse de ce projet? Je vais essayer. Alors, on a appelé ça Nouveau public, nouvelle conversation. Et j'ai un peu l'impression que dans ce que je vais dire très très rapidement, il y a une reprise de ce que Nathalie, alors qu'on ne s'est pas consulté, a mis dans ses do et ses don't. Donc ça me va bien. Et il y avait aussi une question tout à l'heure sur Vuitton, là, que j'ai vu passer, sur comment on fait quand on n'a pas Maradona, Keith Richards, etc. Alors, bien plus modestement chez nous, ça n'a strictement rien à voir, mais en fait, le brand content, on ne l'a pas pris en se disant c'est un effet de mode, faisons du brand content. Aujourd'hui, on peut en parler à l'envers pour redérouler dans l'autre sens et essayer de faire une explication qui nous semble intelligente, ou en tout cas qui nous fait passer pour des gens intelligents. En fait, c'était bien plus rationnel et juste du bon sens. On avait Eric et Ramsey, voilà, donc c'était nos Keith Richards et nos Maradona à nous, à qui on faisait décliner des messages publicitaires très classiques et très traditionnels, et ça marchait. Voilà. Donc ça marche aussi
Le brand content n'est effectivement pas une obligation. Et au bout de 3 ans, il a fallu se remettre en question pour aller chercher d'autres approches afin de reprendre un temps d'avance en termes d'innovation sur un public qui est a fortiori nouveau. Ce n'est pas nouveau d'aller draguer les jeunes. C'est toujours un public qui est toujours perpétuellement nouveau pour une banque. Voilà. C'est dans ce sens-là que je le mettais. Et ce nouveau public, c'est pour nous donc toujours des novices par rapport à la marque bancaire et très souvent par rapport à l'entreprise. Réfractaire à la marque, c'était déjà le cas depuis quelques années, ça risque pas de s'améliorer en ce moment. Je ne pense pas que les marques bancaires et financières deviennent parmi leurs marques préférées dans les mois qui viennent. Et donc éventuellement des publics qui sont peu en affinité avec les marques bancaires et financières. Nouvelle conversation, c'est très simple, effectivement, c'est de se dire que dans les années 80, nous, on pense que les jeunes, on allait les chercher dans les centres commerciaux le samedi après-midi, on allait leur distribuer des PLV et on discutait. Aujourd'hui, ils sont sur Internet et donc on va les chercher sur Internet. Une fois qu'on a dit ça, on est face à eux, mais quand on est face à eux, qu'est-ce qu'on se dit? Comment on se parle? On a quelque chose qui, chez nous, très évident, c'est qu'on sait. On est assez humble sur le sujet et on sait qu'on a des offres et des services qui les intéressent profondément, mais ils ne veulent pas l'entendre. Donc, ce qui est difficile, c'est de venir leur parler. Une fois qu'on se parle, ensuite, on a des discussions très intéressantes et qui se concrétisent par des actes d'achat évidents. Mais l'idée, c'est comment on émerge, comment on crée de l'intérêt pour après le transformer et puis gagner un peu de préférence de marque. Le seul impératif qu'on avait, c'était de rester dans nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'on Mercedes parlait aussi beaucoup d'utilité ce matin. Et effectivement, on a une entreprise dont on sait qu'elle a des offres et des services qui sont utiles aux jeunes. On le sait parce qu'on fait des tests quali, parce qu'on les interroge très régulièrement, parce qu'il y a des offres qui marchent très très bien. Comment on fait pour que la marque elle-même soit utile en restant cohérente avec ses valeurs et ses codes. Alors les valeurs, chez nous, on avait de la bienveillance, on a de l'humour et du décalage depuis très longtemps. On l'a un petit peu moins depuis 2-3 ans pour des raisons conjoncturelles. Et puis on a des codes qui sont très affirmés. Chez nous, c'est le cinéma et le tennis. Ce sont deux mamelles sur lesquelles on s'appuie pour faire du branding, pour faire des histoires et raconter des histoires. On a des exigences qui étaient aussi là très fortes. L'exécution, donc je rejoins ce que tu disais, Nathalie, sur la production, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une exécution, aller trouver, dans la mécanique qu'on va mettre en place, aller trouver les bons interlocuteurs. Ça peut être des journalistes, ça peut être des réalisateurs, ça peut être des auteurs de bande dessinée, ça peut être des sportifs, mais en tout cas, savoir trouver les bonnes personnalités avec qui on a envie de propager ce contenu. Il y a, par rapport à la réclame plus traditionnelle, un truc démentiel, c'est le phasing, quoi. Il y a des phases, il y a des étapes, et il y a un contrôle à avoir qui est juste bien plus compliqué que de produire et d'acheter de l'espace et d'envoyer ces bandes à la télé. Des étapes très précises, et chez nous, vous allez le voir, ça s'est surtout marqué par la décision de sortir en marque blanche pendant 2 mois sur les colloques, donc on pourra en reparler si vous voulez. Et puis une activation multicanale, et là aussi je rejoins ce que disait Nathalie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'achat d'espace du tout au départ pour lancer les colloques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dépensé un peu d'argent ou d'énergie pour aller faire du community management, des relations presse, des relations publiques, voilà. Et ensuite on a converti ça en publicité plus traditionnelle. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les jeunes? C'était comment, effectivement, de manière très simple, intéresser les moins intéressés, entrer en conversation avec eux sur une période où tout le monde veut entrer en conversation ou veut s'adresser à eux, et évoquer des sujets liés au service bancaire sans tomber dans la caricature. Alors, je passe très très vite le slide d'après parce qu'on est tous là-dedans. Hop, voilà, tac. On se trompe parfois lorsqu'on veut faire du jeunisme. Donc, l'idée, c'est de ne pas forcément leur donner beaucoup d'images, beaucoup de textes qui soient caricaturaux. C'est d'avoir des partis pris forts. Voilà. Chez nous, le parti pris, c'était que les jeunes ont un intérêt qu'on a fait valider par une étude TNS Sofres, qui nous a servi aussi de rampe de lancement d'ailleurs, c'est le logement. Et je vois qu'aujourd'hui, dans la presse, c'est devenu une cause nationale. Donc le logement des jeunes, c'est une préoccupation forte en France. Et ça, c'est un insight évident. Voilà. Sur cet insight, on a des offres et des services, nous, dont on sait qu'on va pouvoir les accompagner. Donc comment est-ce qu'on se parle?
On a le vecteur de la colocation qui n'est pas l'enjeu numéro 1 des jeunes aujourd'hui, mais qui est un terreau narratif extraordinaire parce que c'est un phénomène de société qui permet de placer le sujet du logement et en corollaire de venir proposer nos offres et services. Sur l'exécution, on travaille avec quelqu'un dont on sait qu'il a une vision, c'est sa vision, et nous on la partage totalement. On sait que c'est un parti pris, c'est pas un parti pris générique, c'est un parti pris particulier, c'est celui de Riyad Satouf. Et sur son premier talent numéro 1 de la bande dessinée, puis sur le cinéma, il a un talent qui a été révélé plusieurs fois, donc on travaille avec lui directement. Did you know that in France, a large majority of young people switch bank when they leave their parents' home? So, here is the perfect moment to address those people. And that leads us to this. How to get their attention. How to convince them that our offer at BNP Paribas is the best for their new life to come. So, what should we do? Of course, we could do as our competitors and walk the beaten path. Our bank is sexy. Our bank is groovy. No, we had this feeling. It would be far more efficient to tell them, we know what you are about to leave, and that's why we have the best offer for you. And to prove it, we had this simple idea. I will let you discover. So, BNP Paribas has decided to create these characters from scratch by creating a web series about 4 flatmates directed by Riyad Satouf, a young French director who won a César, the French equivalent of an Oscar, in 2010. In May of that same year, the series Mikolog is launched without any mention of BNP Paribas. C'est oui, définitivement, l'appartement est bien placé, proche de toute commodité, et puis l'acoustique est bonne, c'est important, parce que je suis chanteur, un peu. The objective is ambitious, to become the young people's favourite series thanks to a strategy of internet broadcast. After 10 episodes and over 11 million views, a social phenomenon is born, breaking web barriers and lending itself to television, to the press, to radio. In August, BNP Paribas announces that it is the official sponsor of the Mikolog series. The characters of the series become the bank's spokespeople through a 360 degrees communication setup. Television, cinema, posters, press, web banners, events. BNP Paribas also created a concept store in the form of the flat inhabited by Mikolog, so members of the public could meet the characters from the series as well as finding out about solutions to their house sharing issues. The results: 9 TV broadcasts, 80 articles in the press, 250 articles online on blogs, over 20,000 fans on Facebook, over 11 million views on internet. But Mikolog is also 20 episodes, 30 bonus videos, but especially an increase of 1.6% of accounts opened and an increase of 6.5% of credit for young people. To complete the success of the operation, 2 major French television channels decide to broadcast the series. Désolé pour le bruit. Alors, je vois une question là, qui est hyper intéressante. C'est pas forcément cher. Cher, ça veut rien dire. C'est toujours cher par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'une opération de brand content comme celle-là, ce qui donne l'impression que ça coûte une blinde, c'est parce que vous la voyez, c'est un contenu que vous voyez réutilisé partout. C'est-à-dire que plutôt que de faire une campagne télé qu'on produit et avec un achat d'espace conséquent, de faire des shootings photos qu'on produit et d'en faire des insertions presse, de faire une campagne de bannières sur Internet qu'on produit avec de l'achat d'espace, en fait, on produit plus modestement des petites films vidéo et en revanche, on les propage partout. Donc au final, c'est moins cher qu'une campagne de publicité classique et que la campagne jeune de BNP Paribas des années passées. Donc après, le seul truc, c'est que le brand content, il ne faut pas y aller en disant que c'est parce que ça va être les mêmes résultats pour pas cher. Ça, je pense que c'est un mauvais arbitrage. Il faut y mettre des moyens. C'est surtout, à mon avis, beaucoup plus de boulot, quoi.
Voilà, bon, voilà, c'est une démultiplication des points de contact, vous l'avez vu, un buzz hyper organisé. Je passe très très vite parce que je crois qu'on est en retard. Et donc, effectivement, on essaie de mutualiser ce contenu, surtout qu'on l'a sorti en marque blanche d'abord, et ensuite on l'a soutenu. Et je crois que ce qu'il faut savoir, c'est le contenu, c'est le contenu. La place qu'on y prend avec humilité, parce que le contenu sert simplement à créer cet intérêt. Et ensuite, lorsqu'on veut revenir sur notre métier numéro 1 de publicitaire, qui est de vendre du service et de l'offre, on utilise le produit à bon escient pour le pousser, ses services et ses offres. Mais je crois qu'on ne mélange pas les deux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vu. Voilà. Là, par exemple, on est sur de la presse produit, et ce sont les colocs qui sont nos porte-parole, puisque c'est eux qu'on a contribué à faire naître sur Internet. Si on a le temps, le résumé, si on a le temps. C'est l'appartement de mes parents, donc je paye pas. Est-ce que si je te roule une pelle là maintenant, t'acceptes de laisser la salle de bain aussi vierge qu'un sanctuaire sacré? Mustapha? Mustapha, elle est ultra bonne. Mustapha, il est ultra intelligent, ça se voit. Gentil n'est pas là, on va mater infirmière naturiste 3 sur ton 30 pouces, s'il te plaît. Merci. Merci. Maintenant, on mérite. On est libre, on est en colocation. Et qu'est-ce qui se passe si notre colocatrice veut se promener à poil? Faut l'en empêcher. Faut pas l'en empêcher. Alors on retourne dans la cuisine, on lui demande les codes du Wi-Fi, naturel, tranquille, et on profite du panorama comme à la montagne. Comme à la montagne. J'aime bien le grand oreille. Tu kiffes Simon? Il est pas si moche au fond. Je trouve qu'il a des airs de ressemblance avec l'acteur américain qui joue un vampire. Je sais pas si tu vois. Qu'est-ce que... Là, c'est la chambre de Sacha. Il travaille la nuit, c'est un russe. Adorable comme tous les Russes. Bienvenue ici. Salut Sacha. Salut. J'ai mangé deux, hein. C'est dégueu. Il est pas excellent, Sacha, franchement. Oh, c'est Mustapha le frisec, je kiffe. Il te glorifie intellectuellement. Hallucinogène. J'ai une idée un peu fofolle, je me demandais si ça vous disait de faire l'amour avec moi dans le frigo. C'est le genre de mec, tu vois, qui te prend dans ses bras. Tu peux vendre un rein? Un rein c'est bien, un rein ça coûte 800 €, tu rembourses le loyer. N'hésite pas, tu vois, quand ça va pas. Oh regarde, tu perds tes cheveux, t'as une calvitie, c'est très marrant. Vous n'avez pas le droit. Tiens. On s'arrange ça comme vous voulez, hein. C'est le plan le plus facile du siècle. Bon, on va au salon de l'érotisme cet après-midi, alors j'aimerais bien que vous touchiez pas à mon sable laser qui est dans ma chambre, merci. Un peu de respect, sinon plan le cucu, hein. Puis par contre, si vous voulez faire un plan lesbienne, et ben vous filmez. Bien évidemment. Nicolas, une deuxième saison se prépare? Alors la suite de ça, effectivement, une fois qu'on a fait ça, il faut rester dans l'innovation. Donc l'innovation, on se pose beaucoup la question, on se dit qu'il y a des attentes qui ont été créées, donc on se doit absolument de répondre. Ça, c'est aussi par rapport au fait de ne pas faire un one-shot, je crois aussi qu'en fait, on se met nous-mêmes une obligation. C'est-à-dire qu'on commence... je ne sais pas s'il y avait une attente, en tout cas, maintenant, on l'a créée, donc on a une obligation de répondre à ça. Donc on continue, on fait des petits épisodes de temps en temps avec Riyad quand on a le temps. L'idée étant maintenant de trouver la suite de ça, et la suite, ça risque très, très vraisemblablement de revenir sur des médias plus traditionnels et beaucoup plus impactants en coproduction. Voilà, une chaîne de télé ou un long métrage. Donc c'est deux choses qui devraient être annoncées là dans les mois qui viennent. Je crois que ça a eu un impact assez important sur la force de vente auprès des étudiants. Alors en fait, ça a un double impact, c'est-à-dire que ça a un impact numéro 1 sur la force de vente. D'abord, effectivement, avant d'en avoir un sur les clients ou les prospects. Sur la force de vente, on a une force de vente qui est extrêmement mobilisée sur ces périodes de rentrée étudiante, vous vous en doutez. Et à un moment donné, ils ont tous, sans toujours tout comprendre de ce qu'on faisait ou sans aller regarder chacun des épisodes, ils ont sorti l'étendard, les colocs. On est la banque des colocs. Et ça, c'était à un moment donné le premier argument commercial qu'ils avaient à mettre en avant face à leurs concurrents. Donc ça a été effectivement une motivation décuplée. Puis ensuite, on a des items de modernité, d'innovation qui nous sont été attribués assez naturellement, voire même de courage, parce que je crois que le hiatus qu'il y a encore dans l'imaginaire collectif chez les jeunes entre BNP Paribas, qui est une grosse institution, et ce genre de production émergente sur Internet, c'était pour eux quelque chose de relativement pas attendu. Voilà. Une dernière petite question pour Jean-Robert. Le monitoring d'efficacité, comment est-ce que vous faites pour évaluer toutes ces actions? C'est quoi vos indicateurs? On va essentiellement regarder la satisfaction des personnes que l'on touche sur les différentes niches sur lesquelles on va.
On n'a pas seulement un monitoring, on va dire, d'outcome média, on va calculer la valorisation média qu'on touche dans les médias, parce qu'aujourd'hui, bon, en tout cas pour ma partie, sur le digital, il est très dur, on peut monitorer le nombre de blogs qui parlent de la marque, le nombre de sites, etc. Mais on ne peut pas le valoriser en termes de valorisation retombée média. Donc ça, on met vraiment de côté. C'est plutôt vraiment savoir qu'est-ce qui va se dire de chaque événement, de chaque athlète, de chaque performance sportive ou culturelle, ce qui va se dire justement sur les réseaux, pour ma partie en tout cas. Savoir si la marque est bien acceptée, parce qu'on n'est pas là avec la marque, on est là avec un projet. Il porte certes le nom de la marque, mais savoir si le projet est accepté. Ça, c'est vraiment notre fer de lance, et pas vraiment lancer des usines à gaz pour faire juste parler de la marque, mais avoir une véritable reconnaissance dans chacun des milieux dans lesquels on va s'investir. Merci beaucoup à tous. On a pris un peu de retard, on vous prie de nous excuser, mais on va quand même faire une pause de 30 minutes et on se retrouve donc dans 30 minutes au même endroit. On parlera média planning et stratégie d'influence. On peut les applaudir. Et je précise qu'il y aura une annonce de Tequila Rapido juste à côté pendant votre pause. Voilà, à tout à l'heure. Merci.